Un homme de 35 ans qui consulte aux urgences pour une hématurie apparue il y a 24 heures. Il présente comme seul antécédent une appendicectomie dans l'enfance et une allergie digestive à l'augmentin. Première question, donc homme 35 ans, hématurie. Décrivez votre examen clinique. Est-ce qu'elle est initiale, terminale, voilà, donc tu précises totale. les symptômes, ok. La sémiologie de l'hématurie. Est-ce qu'il y avait des caillots? Très bien, c'est bien important. Est-ce qu'il y avait d'autres signes fonctionnels urinaires associés? Des brûlures mictionnelles, des douleurs lombaires. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme de la région pelvienne? D'accord. Est-ce qu'il y avait une prise de médicaments anticoagulants qui peut aggraver l'hématurie? Est-ce qu'il y a des antécédents médico-chirurgicaux, notamment urologiques ou néphrologiques? C'est pas mal. Et l'examen clinique? On va lui faire une BU. Donc un ECBU. On va rechercher s'il y a un globe, s'il y a une rétention aiguë d'urine. On va palper les fosses lombaires pour voir s'il y a une douleur à la palpation des fosses lombaires. On va rechercher s'il y a d'autres signes de troubles de l'hémostase, donc des ecchymoses, une épistaxis, des bulles hémorragiques buccales. Des douleurs abdominales. Tu vas regarder si au niveau de la verge ou des testicules, il n'y a pas une anomalie, et puis le toucher rectal. D'accord, voir si localement, l'examen urologique de base, tu sais qu'un urologue, ça met toujours un doigt dans les fesses. Et du coup, il faut... mais voir s'il y a une prostatite ou quelque chose comme ça. Puis voir la verge, s'il a, je sais pas, une tumeur ou tu peux pas ne pas voir ça, quoi. D'accord. Bon, là, si tu ne l'avais pas fait, donc la suite du dossier, c'est un lymphome. Donc en fait, faut aussi, dès le début, en lisant la suite du dossier, tu sais que tu vas t'orienter aussi vers l'état général, les sueurs nocturnes, la palpation des aires ganglionnaires, etc. D'accord? C'est sûr que quelqu'un qui vient pour une hématurie, la première hypothèse, c'est pas un lymphome. Maintenant, à l'internat, quelqu'un qui vient pour une hématurie et puis tu as tout le dossier et à la fin, c'est un lymphome, et ben, dans la première réponse, tu dois dire que tu vas penser à rechercher tout ça. D'accord? Ok. Donc, tu as les résultats de ces examens. Je vais te les redire. Il a une créate à 300, des phosphates à 2,3, calcium, calcémie, elle est où? 1,90 mmol par litre, acide urique 760 mmol par litre, le bilan hépatique est normal, les LDH sont augmentés, étalanume avec 280 000 plaquettes, 13 grammes d'hémoglobine, et grosso modo l'anume est normal avec une petite lymphopénie. Quel syndrome biologique présente le patient? Quel examen d'imagerie demandez-vous en premier si tu dois en demander un seul? Donc là, il a une insuffisance rénale aiguë. D'accord. Grave ou pas? Oui, il y a une majeure quand même. C'est quoi qui fait la gravité d'une insuffisance rénale aiguë? Les critères de gravité, en fait, c'est pas la valeur de la créate, en fait. L'urée, elle est où? L'urée. On n'a pas l'urée. L'urée, je te l'ai pas donné. Mais ce qui donne la gravité d'une insuffisance rénale aiguë, c'est la kaliémie, le produit phosphocalcique et la surcharge hydrosodée. Donc là, elle n'est pas très grave. Tu as une kaliémie qui est correcte, le produit phosphocalcique ça ne fait pas produit phosphocalcique d'insuffisance rénale aiguë grave. Et l'autre syndrome présenté par ce patient, biologique? Il a un syndrome de Lys tumorale. Très bien. Ok, avec l'acide urique élevé, les LDH élevés, la calcémie diminuée, la phosphorémie élevée. Et puis tu vois le scanner que tu as en dessous, il y a une énorme tumeur. Donc, puis tu lis la suite du dossier, tu sais que c'est un lymphome, c'est un syndrome de Lys tumorale. D'accord? Quel examen tu fais si tu dois en faire un seul? Il faut faire un scanner thoraco-abdominopelvien, sans et avec injection de produits de contraste. Non, tu ne peux pas faire un scanner avec injection, là tu auras 0. Parce que tu ne peux pas injecter un patient qui a 300 de créate. Donc là, c'est pas bien.
le premier examen à faire devant une insuffisance rénale aiguë avec hématurie, voilà, l'échographie rénale. D'accord? Donc attention à l'iode, hein, et c'est l'échographie rénale absolument. Ok? Alors, vous recevez ensuite cet examen complémentaire. Commentez, quelle est votre attitude diagnostique? Donc qu'est-ce que c'est cet examen? C'est un scanner abdominal en coupe transversale sans injection de produit de contraste, passant par les reins. On voit bien le rein droit, mais on voit pas du tout le rein gauche, quoi. Il y a une énorme masse. Très bien, une masse. C'est du liquide, c'est de la graisse, c'est du tissu. C'est tissulaire. Voilà, une masse tissulaire qui, qui envahit complètement le rein gauche. D'accord? Ok. Alors comment tu vas faire un diagnostic maintenant? Donc c'est un monsieur qui arrive avec hématurie, syndrome de lisse tumorale, insuffisance rénale aiguë et une énorme tumeur rénale gauche. Mais les tumeurs rénales, on les biopsie pas, on les opère. Je pense que c'est un cancer du rein. Bah non, ça y ressemble pas, mais... Donc en gros, c'est pas un patient qu'il faut opérer, c'est un patient il faut lui mettre une aiguille dans ce truc-là. Le tableau entier là, c'est pas une tumeur du rein qui pousse aussi vite, c'est un patient à qui il faut faire une biopsie. Donc tu fais une biopsie sous scanner. Là c'est extrêmement facile. Hein. Il suffit de mettre une aiguille là sous scanner et de prendre une carotte. Ce qui est important quand on fait la biopsie, c'est de dire analyse histologique et un prélèvement en congélation pour analyse en biologie moléculaire, etc. D'accord? Voilà. Éviter si possible la laparotomie, parce que si tu peux éviter d'avoir recours à la chirurgie pour le diagnostic de cette tumeur, c'est bien, c'est mieux. Et tu vérifieras l'hémostase. D'accord? Donc alors, on te rend le compte-rendu dont on a caché la conclusion. Et donc en fait, il y a une image, je vous ai mis une image qui est assez typique là. Là, c'est un examen, c'est un myélogramme hein, sur cette image où les cellules tumorales sont ces cellules-là, avec un énorme noyau, un tout petit cytoplasme et des vacuoles dans le cytoplasme. Et c'est ce qu'on appelle l'aspect en ciel étoilé. Donc ça, c'est l'image typique des lymphomes de Burkitt. D'accord? Et donc, sur le compte-rendu ANAPAT, vous avez une prolifération lymphoïde, donc ça c'est une hémopathie lymphoïde, d'accord, de cellules de taille moyenne à grande, donc ça on est dans les lymphomes agressifs ou les leucémies lymphoblastiques, à noyau irrégulier, ça c'est des caractères d'agressivité, de néoplasie, quoi, noyau régulier, chromatine de densité intermédiaire, blablabla, des petits nucléoles, un aspect de ciel étoilé, ça doit vous faire tilter Burkitt. Les mitoses sont présentes, il est CD20, donc c'est une hémopathie lymphoïde B, CD10, BCL6, c'est une maladie issue du centre germinatif, comme l'est le lymphome de Burkitt, et KI67+++, prolifération à 100%, donc ça c'est une tumeur qui se reproduit très vite, et c'est la description histologique d'un lymphome de Burkitt classique. Donc quel est votre diagnostic? C'est un lymphome de Burkitt. Comment on retient le diagnostic? C'est la présentation clinique très agressive, c'est des gens qui... c'est des maladies qui ont un temps de doublement d'environ 24-48 heures. Et donc, c'est des gens qui, en 1 ou 2 semaines, arrivent avec leur syndrome tumoral monstrueux qui est apparu en une fois avec le syndrome de lisse tumorale, l'hématurie, le machin. Enfin, si ça touche les voies urinaires, si ça ne touche pas les voies urinaires, il n'y aura pas d'hématurie. Et puis, bien sûr, l'aspect histologique, prolifération lymphoïde B, aspect de ciel étoilé, immunomarquage en faveur d'une origine centro-germinative avec une prolifération à 100%, ça c'est le Burkitt. Quelle est la physiopathologie de cette maladie? Donc le lymphome de Burkitt, je vous fais juste un tout petit dessin. C'est sur le chromosome 14, il y a le promoteur du gène des immunoglobulines. Et dans un lymphocyte B, le promoteur des gènes des immunoglobulines, il est activé pour que le lymphocyte produise des anticorps. Et puis sur le chromosome 8, donc là c'est le 14, et sur le 8, il y a un oncogène qui s'appelle CEMIC. Cet oncogène, ça fait proliférer les cellules à fond. Et il y a une anomalie chromosomique qui prend ce promoteur hyperactivé et qui le met là. C'est la translocation 8-14, et ça donne une hyperexpression de CEMIC, et ça donne ces cellules complètement folles qui prolifèrent à toute allure. Ok? Alors parfois, ce n'est pas le promoteur des chaînes lourdes des immunoglobulines, c'est le promoteur des chaînes légères, et donc ça donne des translocations soit de 8, soit
Pas dans la correction, une erreur. C'est pas 2,14, c'est 2,8 ou soit 2,22. 14, c'est les gènes des immunoglobulines. Bon, bref, ça on s'en fiche, c'est pas très important. Quel est votre bilan d'extension? Donc le bilan d'extension d'un lymphome, c'est un peu toujours pareil. Scanner thoraco-abdominopelvien. Le Burkitt étant un lymphome agressif, comme les lymphomes B diffus à grande cellule, à forte masse tumorale, il faut rechercher un envahissement méningé avec une ponction lombaire. Et dans les lymphomes, il faut rechercher un envahissement médulaire avec une biopsie ostéomédulaire. D'accord? Puis dans tous les lymphomes, sérologie VIH, dosage des LDH, là on l'avait déjà fait. Le PET scan, c'est de plus en plus fréquent qu'on le fasse au diagnostic des lymphomes. En fait, c'est en cours de validation dans les différents types de lymphomes. Donc pour l'internat, je ne pense pas qu'on vous embêtera trop avec ça. Actuellement, on le fait systématiquement dans les lymphomes B diffus à grande cellule. C'est en cours d'évaluation dans les Hodgkin. C'est quasiment fait systématiquement dans les Hodgkin. Dans les lymphomes de Burkitt, c'est des lymphomes où on n'a pas vraiment le temps d'attendre le PET scan. Donc en général, on ne le fait pas, parce qu'il faut très vite débuter un traitement, tellement ça prolifère rapidement. Là, le scanner était sans injection, bien sûr. La sérologie VIH, et puis le bilan préthérapeutique des lymphomes, le CG, l'échographie cardiaque, parce qu'il y a des anthracyclines dans le traitement. Pour lui, on va aussi lui demander une conservation du sperme. Pardon, c'est dans la question d'après. Donc le patient reçoit donc un traitement de chimiothérapie qu'on appelle le COP, là, c'est cyclophosphamide, vincristine et prednisone. C'est une première phase de chimiothérapie pas trop forte pour pas qu'il y ait trop de lyse tumorale, justement. C'est une première semaine où on fait de la chimiothérapie pas trop forte et après on tape dessus avec des chimiothérapies beaucoup plus importantes avec des anthracyclines et du méthotrexate. Quelles sont les mesures qu'on met en place avec la chimiothérapie? Bon, là, c'est une question pas trop compliquée. La chimiothérapie, les concierges savent que ça fait vomir, donc on donne des antiémétiques. On donne du Zofrène, donc ondansetron, des neuroleptiques antiémétiques comme le Plitican. Les chimiothérapies, ça rend stérile, donc il faut faire une préservation du sperme avant, sachant que parfois on n'a pas beaucoup le temps. Là, dans le Burkitt, il y a des fois où on n'a pas trop le temps de faire la préservation, mais on essaye de le faire. On fait la chimiothérapie sur une voie centrale. Donc on pose un cathéter veineux central ou une chambre implantable pour faire la chimiothérapie. Et puis ce patient, en fait, il a déjà un syndrome de Leigh, il a déjà une insuffisance rénale aiguë, et donc il faut qu'il soit en réanimation pour pouvoir être dialysé, pour qu'au moment où on va mettre la chimiothérapie, on aide en fait ses reins à éliminer les déchets et qu'on n'aggrave pas la néphropathie tubulaire de ce patient. Donc il va être dialysé, on va lui mettre un uricolytique, le rasburicase, pour diminuer la quantité d'acide urique dans le sang et diminuer la précipitation de l'acide urique dans les tubules rénaux. Et on va l'hydrater autant que possible. Maintenant, si on a besoin de le dialyser, l'hydratation est moins importante, on va le dialyser en continu en fait. Voilà. Est-ce qu'on met un protecteur vésical, l'uromithexan, parce que vu que ça a des cystites hémorragiques, le cyclophosphamide... Alors l'endoxan, en fait, ça donne effectivement des cystites hémorragiques à des doses faibles, en dessous de 1 g par mètre carré. On ne donne pas en général d'uromitoxan. Si jamais il y a des doses plus fortes, on en donne effectivement, mais le niveau de preuve n'est pas très élevé, mais c'est une pratique qu'on fait. Ouais. Et surtout, on alcalinise les urines et on fait en sorte que les patients pissent beaucoup. Oui, parce que je me disais, vu que là, déjà qu'il a une hématurie... Oui, effectivement, tu peux faire ça. Ok. Alors, il répond bien à vos traitements, ce qui est quasiment toujours le cas dans la forme de Burkitt. Et donc, il reçoit des anthracyclines. Et puis, 7 jours après avoir reçu donc, le Copadem, là, le traitement où il y a des anthracyclines, il a 400 leucocytes, 9,4 g d'hémoglobine, 72 000 plaquettes, donc il est en aplasie. Vous êtes appelé pour une fièvre à 39, sans frisson, l'examen clinique est normal. Quelle est votre attitude diagnostique et thérapeutique? Une aplasie fébrile où tout est normal, est-ce que tu mets des antibiotiques? Oui. Parce que de toute façon, il est à risque infectieux. Donc en gros, ça c'est bien, c'était juste un piège, c'était juste pour insister, il n'y a pas d'aplasie fébrile qui ne nécessite pas d'antibiotiques. Actuellement, ils ont toujours une antibiothérapie. Il faut faire le diagnostic de l'infection, donc faire des hémocultures, un ECBU, des radios de thorax, enfin une radio de thorax et un examen clinique.
prélever éventuellement, donc les hémocultures, il faut les faire à la fois sur le PAC et à la fois en périphérie, on verra plus tard pourquoi. Au plan thérapeutique, on l'a déjà vu tout à l'heure, une antibiothérapie ciblée sur les bacilles gram-négatifs, ciblée qui couvre les germes nosocomiaux, parce que ce patient il est hospitalisé depuis quelques jours, et on a le droit de faire une monothérapie quand les patients n'ont pas de défaillance hémodynamique, pas de frisson, pas d'argument sous-jacent pour un germe résistant aux antibiotiques comme un pio ou quelque chose comme ça. Donc, je vous redis, là, nous on fait piperacilline, tazobactam en général. Voilà. Ah oui, je vous ai remis dans la correction, il y a une petite différence entre l'ESIL, qui est la société savante spécialisée dans les prises en charge des patients immunodéprimés au plan infectieux, et le PILI sur l'antibiothérapie de première ligne. Le PILI, il reste encore à dire qu'il faut faire une bithérapie avec des aminosides. L'ESIL recommande une monothérapie. Honnêtement, on fait la plupart du temps de la monothérapie par une bêta-lactamine à très large spectre. Bon, pour l'internat, si vous mettez une bithérapie, je pense qu'on ne vous en voudra pas. Ah oui, et alors ce patient, il nous disait avoir une allergie à l'augmentin dans l'énoncé. Allergie digestive à l'augmentin, en général, c'est des gens qui prennent de l'augmentin et qui ont la diarrhée, ce n'est pas une allergie. Et donc ça ne contre-indique absolument pas l'utilisation des bêta-lactamines. Donc il faut le réinterroger, dire que s'il n'a pas fait une éruption urticarienne ou une toxidermie grave ou un choc anaphylactique, il n'y a pas de contre-indication à l'usage des bêta-lactamines ni de l'augmentin. Et donc on peut lui donner tranquillement. Par contre, si on confirme l'allergie vraie à l'augmentin de type urticaire ou choc anaphylactique, on va éviter les bêta-lactamines. Et donc dans ce cas-là, on peut faire une association d'astréonam avec, qui est une bêta-lactamine, mais peu allergisante, associée à un glycopeptide pour couvrir les coxigrammes plus, et à une quinolone. Donc c'est Azactam, Ciflox, vancomycine. Ok. Il est apyrétique le lendemain, parce que vous avez été trop fort. Et puis on vous appelle parce qu'il y a une hémoc qui pousse sur le cathéter veineux central à staphylocoque coagulase négative. Quels sont en général les critères qui doivent faire suspecter une infection du cathéter veineux central? Et pour ce patient qui a une hémoc à staph coagulase négative, qu'est-ce que vous faites en particulier? Si localement on a des signes infectieux, que c'est érythémateux, que c'est suintant, douloureux, à ce moment-là, c'est plus suspect. Donc ça, c'est l'argument clinique. Localement, le cathéter est suspect. Il est douloureux, inflammatoire, etc. Après, il y a des arguments bactériologiques. Il y a des germes qui... le staphylocoque doré. Ah, si c'est un staph doré, c'est sûr que tu penseras à une porte d'entrée cutanée et donc au cathéter, ça c'est vrai. C'est surtout, tu peux avoir un staph doré qui vient, je sais pas, d'une furonculose et tu mesures, tu vois, il fait une septicémie à staph doré et tu en as à la fois en périphérie et dans les mocs que tu prélèves là. Donc c'est pas forcément que le cathé est infecté, mais bon, je suis d'accord, si c'est un staph doré, c'est assez suspect. Oui, mais s'il n'y en a que sur le cathéter central et S'il n'y en pas a que sur le cathéter, que du staph doré sur le cathéter, c'est sûr que c'est extrêmement suspect. De toute façon, tu le retires, mais on le verra à la question d'après ça. En fait, je voulais te faire dire que c'est pour ça qu'on fait des hémocultures couplées. C'est-à-dire qu'on prélève à la fois sur le cathéter et à la fois en périphérie une hémoculture. Et on met les deux en même temps dans l'incubateur et on attend de voir laquelle pousse en premier. Si celle qui pousse en premier, c'est le cathéter et qu'il y a un délai d'au moins 2 heures avant que l'hémoculture en périphérie pousse, c'est très très en faveur d'une infection du cathéter. D'accord? Donc c'est l'intérêt de demander à l'infirmière de prélever à la fois sur le cathéter veineux central et à la fois en périphérie une hémoculture. Ok? Et puis si jamais tu as une hémoc à je ne sais pas quel germe et que sur les couvillons du point de ponction du cathé tu trouves le même germe, bah là aussi c'est très en faveur d'une infection bien sûr. Mais dans ces cas-là, ils ont en général le critère clinique. Alors ce patient, il a juste une hémoc à staph blanc et il va bien. Qu'est-ce que tu fais? Vu que cliniquement on n'a rien, il n'y a pas d'autre, le prélèvement périphérique négatif, qu'il n'y a que ce prélèvement-là qui est positif, on pense que c'est une souillure. Très bien. Et donc tu fais rien de spécial. Voilà. Bah, c'est très bien. On fait rien de spécial, on surveille. C'est-à-dire que
le patient, c'est exactement ce que tu as dit, il est parfaitement stable. C'est un germe qui n'est pas vraiment pathogène et qui est commensal de la peau. Donc vraisemblablement, c'est une souillure de la peau. Donc à condition que le patient soit stable, tu continues à faire des hémocultures répétées pour voir si tu as plusieurs hémocultures à stave blanc. À ce moment-là, il y a peut-être une contamination, une colonisation du cathéter à stave blanc. Mais si tu n'en as qu'une seule, effectivement, ça ne nécessite pas d'adaptation à condition que le patient soit stable. Ok. La dernière question, quels sont les germes qui imposent un retrait du cathéter s'ils sont isolés sur une hémoc sur cathéter? Le staphylocoque doré. Staph doré. Le streptocoque. Non. Non. Staph doré, Pio, et un apparenté qui s'appelle Stenotrophomonas maltophylla. Bon bref, Staph doré, Pio et les levures, dont les Candida albicans. D'accord? Vous devez retenir ça. Staph doré, Pio, levure, il faut enlever le cathéter. Puis après, il y a des apparentés du Pio où on enlève le cathéter. Ok? Pas de questions?